Je suis chanteuse d'opéra, j'aime la vie, j'aime rire. L'opéra, c'est chanter, c'est danser, c'est pleurer, c'est être au contact d'émotions comme on peut rarement l'être ailleurs. C'est aussi être ensemble, on se retrouve à côté de personnes qu'on ne connaît pas, mais on est liés par une émotion, par un instant, par le présent. J'ai 32 ans, je chante depuis que j'ai 12 ans. Et je voudrais chanter encore très longtemps. Alors c'est pour tout le monde et c'est beaucoup plus fun que ce qu'on peut penser. C'est trop bien l'opéra, vive l'opéra. Je suis chef d'orchestre, je dirige un orchestre qui s'appelle Appassionato, que j'ai créé. Nous sommes effectivement ici aujourd'hui à la scène musicale, qui est l'endroit un peu de résidence d'Appassionato, où nous faisons la plupart de nos concerts. C'est un endroit que nous aimons beaucoup. Ce qui vraiment prend le plus de place dans ma vie reste l'amour de la musique en général, et encore plus la musique romantique. Et c'est pour ça que cet orchestre s'appelle Appassionato, parce que ça veut dire passionné, et ça va avec le style musical. Cette semaine, honneur à la musique classique. Je vous donne rendez-vous dans l'un de ces temples, ici à la scène musicale, où nous allons assister aux répétitions d'une des œuvres les plus exigeantes du répertoire, le RAC 3, le 3e concerto pour piano de Rachmaninoff. Nous irons ensuite à Athènes, où a ouvert le premier musée dédié à Maria Callas. Ce sera notre coup de cœur. Mais tout de suite, on va retrouver l'une des mezzo-sopranos les plus inspirantes de sa génération. Léa Desandré est notre invitée et elle nous attend au Théâtre des Champs-Élysées. Le Théâtre des Champs-Élysées est un bijoux déco posé sur l'avenue Montaigne, dont les lignes audacieuses ont vu naître l'un des plus grands séismes artistiques du XXe siècle, le Sacre du printemps de Stravinsky. Temple du music-hall dans les années folles, ce lieu emblématique a vu se succéder depuis plus d'un siècle les plus grands noms de l'opéra, de la danse et du récital. Cette salle, elle est célèbre pour son architecture épurée, sans colonnes, avec tous ces balcons en lévitation. Est-ce que ça change la manière de projeter la voix ? Toutes les salles ont une acoustique différente, donc on va projeter la voix différemment, que ce soit dans un théâtre à l'italienne ou dans un théâtre plus moderne, dans une salle polyvalente. L'idée étant qu'on ne peut pas modifier notre instrument, mais il faut qu'on arrive à saisir par un son ou deux jusqu'où court le son et comment projeter au mieux. Et quelquefois, on a même des points acoustiques sur la scène, comme notamment à la Scala, où il y a le point Maria Callas, et où quand on chante sur ce point-là, la voix projette beaucoup mieux. Donc on est en quête de ce petit point trésor. Quand on est dans une salle comme celle-ci, qui est pleine, qu'on chante dans un quasi-silence, comment est-ce qu'on se sent ? Est-ce qu'on se sent porté ou mis à nu ? C'est un mélange des deux, mais lorsque l'on arrive à obtenir des vrais silences, il y a quelque chose du domaine presque de l'ivresse. Et c'est un peu pour ces moments-là qu'on vit en scène, à vrai dire. Pour moi, c'est pas les moments où on chante très fort et très aigu, mais c'est les moments où on va arriver à entendre presque le souffle des respirations retenues qui nous tient tous. Léa, vous êtes une grande voix de l'opéra, vous êtes ce qu'on appelle une mezzo-soprano. Alors expliquez-nous ce qu'est une mezzo-soprano. Alors la voix de mezzo-soprano, c'est la voix d'entre-deux. Mezzo, ça veut dire au milieu en italien. Et donc ça veut dire que c'est une voix qui est plutôt agile, à aller à la fois dans le grave et dans l'aigu, mais qui a besoin de se retrouver au milieu en règle générale, mais qui peut monter et descendre sans souci. Petite démonstration. Bravo.
Au départ, vous avez étudié la danse pendant 12 ans. Est-ce que c'est une formation qui vous sert aujourd'hui sur scène? Ah oui, le ballet, ça fait vraiment partie de qui je suis, à la fois à la ville comme à la scène. Ça m'a donné un grand sens du travail, de la rigueur, des choses bien faites. Et après, sur scène, ça m'apporte aussi une conscience du plateau, une conscience des autres, une conscience de la lumière, des espaces, de comment me déplacer. Donc c'est énorme ce que le ballet m'a apporté. Vous vous décrivez comme une instinctive, un peu rétive au cadre trop académique. Pourtant, l'opéra, c'est quand même une école de la rigueur. Comment est-ce que vous travaillez vos rôles? Je pense que la rigueur et l'instinct peuvent aller ensemble. Au contraire, il y a une plus grande place à l'instinct, une fois que tout est bien cadré. Je travaille les rôles de manière à la fois très organisée, en travaillant à plat sur ma partition, puis après avec mon professeur de chant, des coachs, mais aussi beaucoup plus instinctive et beaucoup plus dans le besoin d'être inspirée. Et un jour, une chanteuse m'a dit, c'est un des plus beaux conseils qu'on m'a donné, c'est enjoy the process, profite du processus, parce qu'une fois que tu l'as passé, c'est fini, il est derrière toi, et c'est ça qui va te nourrir aussi à ce que tu seras en scène et à ce que tu pourras donner. Parmi tous les rôles que vous interprétez cette saison, il y a Chérubin dans Les Noces de Figaro. C'est un rôle qui est très important dans votre construction d'artiste. Expliquez-nous pourquoi. Et Chérubin, c'est que du beau, du doux, du joyeux. Et donc ça laisse forcément une empreinte sur vous au quotidien. Et je le sens même dans ce que ça rayonne autour. Quand je suis Chérubin avec ma petite perruque, il y a le sourire qui apparaît plus rapidement sur le visage des autres. Et c'est vraiment un rôle parfait pour débuter parce qu'il est à la fois très exposé, mais en même temps, c'est un personnage secondaire. J'ai commencé avec, et quand je le reprends aujourd'hui, quelques années plus tard, j'ai tellement changé. Mais en même temps, de le retrouver, c'est me rappeler aussi d'où je viens. C'est très beau. Certains rôles sont, à contrario, d'une grande intensité dramatique. Est-ce qu'émotionnellement, il vous arrive de vous mettre en danger avec un rôle, de brûler aussi fort que vos personnages? Complètement. Ça m'est arrivé notamment avec le rôle de Médée. Lorsque vous êtes dans des rôles aussi dramatiques, aussi tragiques, on se laisse dépasser par l'émotion et donc on peut forcer sur l'instrument. Et là, ce qui m'a sauvée, c'est tout le travail en amont, le travail de répétition. Donc répéter mes phrases, répéter le geste vocal pour aller explorer. Et si je vais jusqu'à pleurer, si je vais jusqu'à hurler, que se passe-t-il? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est nécessaire? Et comment parer ce chemin-là pour m'en protéger? Et après, apprendre à tellement bien la connaître en lisant, en allant voir des tableaux, en l'écoutant, que du coup, elle devient mienne, donc elle devient moins étrangère, et donc du coup, elle me fait plus mal. Je vous emmène à présent à la scène musicale pour écouter l'un des sommets du répertoire classique, le 3e concerto pour piano de Rachmaninov, ce monstre sacré que les pianistes redoutent autant qu'ils l'adorent. À la baguette, Mathieu Herzog, directeur de l'ensemble Appassionato. Il va nous parler de cette œuvre captivante par son lyrisme incandescent et son vertige technique. Vous êtes en train, Mathieu, de répéter le Rach 3. Alors, le Rach 3, c'est l'Everest, l'un des concertos les plus redoutables du répertoire. Certains pianistes refusent d'ailleurs de le jouer. Pourquoi ? Effectivement, Rachmaninov était un immense pianiste. En plus, c'était quelqu'un qui avait des mains extrêmement grandes, vraiment hors normes en termes de taille. Donc, en fait, parfois, il utilise des choses qui font qu'il y a même des pianistes qui ne peuvent pas le jouer, qui pourtant auraient toutes les capacités techniques, mais qui ne peuvent pas parce que la main est trop petite. Vraiment, très clairement, si vous n'êtes pas quelqu'un un petit peu de grand avec des grands doigts, ça devient très, très difficile d'interpréter Rachmaninov numéro 3. Et nous y ajoutons une symphonie qui est pareil, d'une difficulté incroyable. C'est un compositeur qui aimait pousser les limites. J'ai souvent entendu dire qu'il fallait 4 mains pour jouer le Rach 3. Oui, c'est ce qu'on dit, effectivement, c'est ce qu'on dit.
Bon, un peu d'histoire. Dans quelles conditions et surtout dans quel état d'esprit Rachmaninoff a composé ce concerto? Alors, en fait, il y a 3 étapes importantes. La première, c'est qu'il compose une symphonie d'abord qui s'appelle la première, qui est un désastre. Un désastre parce que le chef d'orchestre arrive complètement ivre le jour du concert. Il s'agit d'un autre compositeur qui s'appelle Glazunov, qui arrive vraiment dans un état d'ébriété, qui tombe sur scène sur un violoncelliste au moment de rentrer, finalement va jusqu'au pupitre, dirige. Cette symphonie était censée asseoir la réputation de Rachmaninoff, qui commençait à être connu comme grand compositeur, et c'est un désastre. Un tel désastre qu'il arrête de composer pendant plusieurs années, qu'il va suivre une psychothérapie et qu'il va se remettre à travailler autour d'abord du 2e concerto. Et en fait, le 2e concerto, c'est la peur au ventre qu'il y va, ça marche incroyablement et du coup, sur cet élan, il compose le 3e qui est sans doute son œuvre la plus géniale. Donc c'est quelqu'un qui est dans un état d'esprit très particulier. Le Rack 3, c'est aussi un peu l'âme slave, ce mélange de mélancolie et d'élan vital. Est-ce que vous vous en imprégnez avant de diriger? Je ne vis que là-dedans depuis plusieurs semaines, je dois dire. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'avec l'Orchestre Appassionato, nous allons enregistrer sur 2 ans et demi tout ce qu'il a pu faire pour orchestre symphonique. Donc forcément, je baigne dedans. Je suis pas totalement sûr que ce soit très très bon pour la santé, honnêtement, tellement... Beaucoup de mélancolie? Oui, voilà, exactement. Ça a une tendance à attaquer un peu le moral. Il y a des moments de grande extase et d'autres moments... D'ailleurs, Rachmaninoff était quelqu'un qui était un peu obsédé par la mort, qui allait pas très bien, quelqu'un qui vivait assez mal, finalement, sa vie en général. Et on peut le ressentir dans la musique. Et puis après, comme vous dites, il y a les élans vitaux, les moments où on s'envole vers des mélodies gigantes, des tas de choses comme ça. Et heureusement qu'elles sont là, parce que sinon... Bon, rassurez-moi, vous allez bien. Je vais très bien, je vous remercie. Rachmaninoff, il a écrit ce concerto alors qu'il s'apprêtait à quitter la Russie pour une grande tournée aux États-Unis. Est-ce que ça se ressent dans la musique? Oui, il y a quelques influences très claires à de la musique un tout petit peu américaine. Et puis Rachmaninoff, c'est un compositeur un peu hollywoodien. C'est quelqu'un qui a précédé la musique de film comme on l'a connu après. Donc on peut ressentir des vrais moments de ça, oui, absolument. Dans notre coup de cœur aujourd'hui, je vais vous parler de Maria Callas, la diva bien sûr, mais la femme aussi, ses passions, son génie, ses fêlures. Le premier musée qui lui est entièrement dédié a ouvert à Athènes il y a 2 ans et vous allez le voir, il propose une expérience immersive. Bonjour Chrissa. Bonjour, enchantée. Et merci de nous recevoir au musée Maria Callas. Ici, il n'est pas seulement question de la diva, mais aussi de la femme. Est-ce qu'il y a des mythes que vous avez envie de déconstruire? It's very important for us that we show also her personality. Maria Callas has another side. She was Maria, not only Callas. She was a student, she was a sister, she was a child here in Greece, and also her last glimpses when she died, and also when her voice started to change. Avec ce musée, quel héritage vous avez envie de transmettre aux nouvelles générations, à celles qui ne connaissent pas Maria Callas? She brought a radical change in the world of opera. Today, we talk about before and after Maria Callas' opera. She was very determined and she worked really hard to accomplish what she did. And she opened the way for more rights and a knowledge for women. Parmi les 1000 objets qui sont exposés ici, est-ce qu'il y en a un qui est très intime, qui la décrit le mieux? For us, for the museum, one of the most important objects that we share with our visitors is her personal album, photo album. Maria Callas herself chose the photos and also made some small notes. And for this reason, it's a very personal item. And it's also an item that has been in a digital form here in the museum, and the visitor can browse through it and see all the photos inside, not just the 4 that you can see there. Ah, là je crois qu'on est à Paris. Oui, c'est vrai.
C'est l'appartement de Violetta. De Violetta. Dans la Traviata. Oui. And she showed back then, and still shows today to everyone, that believing in yourself and in your dreams can get you to the top.